Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de la nouvelle Peugeot 408. Alors vous allez me demander ce que c'est, et honnêtement je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une berline, je ne sais pas si c'est un SUV, je ne sais pas si c'est entre les deux. C'est une sorte d'hybride d'un petit peu tout ça, c'est une nouvelle carrosserie, c'est complètement différent parce que la ligne de toit est pas très haute. Pourtant elle est quand même vachement rehaussée. Elle a cette arrière un petit peu fastback. Il y a plein de choses à en dire, donc on va passer un petit peu de temps pour en discuter. Bon, je dois vous avouer que cette voiture, je ne la découvre pas. Pour tout vous dire, j'ai suivi une partie de son développement. Donc il va y avoir d'autres vidéos qui vont arriver où je vais vous expliquer plein de choses, que ce soit au niveau design, que ce soit au niveau conception. Il y a plein de choses qui vont venir, mais j'ai tellement de choses à en dire que ça sera sur une autre vidéo. Aujourd'hui, on va surtout parler de ce véhicule qu'on a là. On va essayer de le découvrir. On va essayer de comprendre un petit peu ce que c'est, parce que c'est quand même assez surprenant hein, comme arrière. Alors déjà, ce véhicule, il se base sur la Peugeot 308 qu'on connaît tous. Il a à peu près le même intérieur et ça reste à peu près le même châssis. En fait, en interne, ce véhicule s'appelle P54. Il faut comprendre que P51, c'est la berline compacte qu'on connaît tous, la 308 classique en gros. On a P52 qui est la SW. On a P53 qui n'est pas encore totalement présentée, mais en gros, c'est une berline pour la Chine. Alors, petite pause dans la vidéo parce que les gens vont me dire « Mais attends, P53 a été présenté, maintenant on voit un petit peu ce qu'est la nouvelle 408 chinoise, etc. » Alors non, ça c'est pas P53, tout simplement parce que elle est basée sur l'ancienne Peugeot 308. Comme on peut le voir au niveau des portières, etc., on est très proche de l'ancien modèle. En fait, P53, on n'est même pas sûr que ça sortira un jour. Mais si ça doit sortir, ce sera une berline basée sur la 308, probablement destinée au marché chinois. Et on a P54 qui est ceci. Alors quand ils ont commencé à réfléchir à cette voiture, en fait ils ont commencé à réfléchir avec P54. C'est-à-dire que l'intérieur a été conçu pour P54, ce design a été construit pour ça. Ça a été construit, elle a beau sortir par la suite, elle a été en réalité conçue en parallèle avec les autres 308. En termes d'empattement, il est légèrement plus long qu'une 308 SW, qui elle-même a un empattement légèrement plus long que la 308 classique. Donc forcément, ça reste une grosse voiture. Alors, on n'est pas sur une berline de type 508, on est quand même sur quelque chose de plus petit. On est sur ce qu'on appelle le segment C. Donc le segment C, ça va être 308. Ensuite, on a le segment D qui est au-dessus, qui va plutôt être 508. Donc, je vais complètement couper court à la conversation qui veut comparer cette voiture à une C5X, puisque la C5X va plutôt être du segment D, donc quelque chose d'un peu plus gros et sûrement un petit peu plus cher que ça également. Non, ici on est vraiment dans la catégorie de la 308. C'est quelque chose de plus gros, mais on est vraiment dans cette catégorie-là. C'est pour ça qu'elle a le même intérieur, c'est pour ça que sur la face avant, il y a 2-3 choses qui ressemblent. Mais du coup, cette voiture, elle va s'attaquer à quel type de clientèle? Parce que comme je le disais jusque maintenant, la carrosserie n'existe pas. Donc est-ce qu'on va venir chercher des gens qui sont sur le SUV? Est-ce qu'on va venir chercher des gens qui sont sur de la compacte? Eh ben, je pense un petit peu des deux. Imaginons un client qui aurait eu plusieurs SUV. Disons, ça fait une dizaine d'années qu'il roule en SUV, il en a eu 3. Au bout d'un moment, il a peut-être envie de quelque chose d'un petit peu plus sportif, mais tout en gardant l'espace qui est fourni par un SUV. Eh ben, ici, on est exactement sur le type de véhicule qu'il pourrait chercher. En termes de coffre, on est pas mal du tout, et en termes d'habitabilité arrière, je vais vous montrer ça, c'est pas mal non plus. Comme on peut le voir ici, la vraie cassure du toit, elle arrive là. D'habitude, sur par exemple des SUV coupés, on aime que la cassure du toit arrive là pour vraiment donner énormément de dynamisme à cette voiture. Mais ici, on a tellement de place ici qu'on peut donner énormément de dynamisme en commençant la cassure ici. Pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que du coup, on a vraiment de la place à l'arrière de cette voiture. Et oui, regardez-moi ça, le siège est réglé pour moi à l'avant, pourtant j'ai de la place pour les genoux et j'ai de la place en haut. Donc ça a beau avoir ce design un petit peu coupé à l'arrière, bah on est bien, on a de la place. Je vous le rappelle, pour ceux qui ne suivent pas mes vidéos, je fais 1m86, donc franchement, il y a de la place quoi. Et en termes de chargement de coffre, en fait, la ligne de coffre est tellement haute que il y a vraiment pas mal de place dans cette voiture, regardez-moi ça. On se retrouve avec un coffre qui est quand même vraiment spacieux quoi. Alors forcément, on n'est pas sur un coffre qui aura la hauteur d'un SUV, on est quand même sur quelque chose de plus petit,
Mais on a quand même plus de place que dans la plupart des voitures de segment C. D'ailleurs c'est marrant, j'avais pas remarqué, mais la tablette est en deux parties. On a une partie de la tablette ici. On a un coffre qui est tellement coupé, qui a tellement de... la voiture a tellement de dynamisme sur cet arrière qu'on est obligé de couper la tablette en deux. C'est assez marrant, assez surprenant. Bon, sinon en termes d'équipement, on n'est pas perdu, hein, que ce soit le haillon électrique, etc. Bah, ça c'est typical PSA, quoi. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur cette voiture, vous vous en doutez, j'ai très envie de m'arrêter sur le design parce qu'il se passe plein de choses, c'est super intéressant. Déjà, on se rend compte qu'ils ont utilisé les mêmes phares que sur la 308. Ça, on les reconnaît, c'est vraiment les nouveaux phares de la 308. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais sur la 308, on a deux épaisseurs de phares différents. Quand on n'a pas le modèle GT, quand on n'a pas le modèle très haut de gamme, on a des phares qui sont un petit peu plus épais. Ici, sur cette 408, ce sera la même chose. Mais vous allez me dire, c'est bizarre. Sur 308, on a une petite lame ici qui vient séparer, en gros, la version haut de gamme de la version bas de gamme. Et donc, ça fait une petite pièce rajoutée qui n'est pas forcément du plus bel effet. Et c'est dommage parce que c'est sur les versions haut de gamme qu'on la retrouve. Ici, ils ont utilisé un subterfuge qui est super intelligent, je trouve. En fait, c'est uniquement cette partie peinte ici qui vient être changé entre le pare-choc de base et le pare-choc haut de gamme. Du coup, sur le pare-choc haut de gamme, on n'a pas du tout cette séparation. Pourtant, il n'y a qu'une petite pièce de plastique qui change entre les deux versions. C'est un truc tout con, mais c'est super intelligent et je trouve ça presque dommage que ça n'ait pas été fait sur 308. Alors plus en détail, il y a plein d'autres choses à dire sur cet endroit particulier de la voiture. Déjà, on a toute cette partie qui est complètement renfoncée. De 1, c'est un problème technique puisque le phare était le phare de la 308, donc l'épaisseur était en gros contrainte. Mais en fait, ça marche vraiment bien parce que ça crée complètement ce bourrelet ici qui donne un effet de musculature à la voiture et c'est vraiment, je trouve, du plus bel effet. On a un autre petit subterfuge, on a toute cette aile ici qui est beaucoup plus bombée, beaucoup plus haute que ce qu'on aurait pu avoir normalement. En fait, c'est parce que le capot ici est complètement creusé. Donc ça nous donne un capot qui a énormément de forme et qui en gros garde une vraie musculature dans le design, mais pourtant on a une aile qui est quand même relativement haute. Et ça c'est super intelligent de leur part. Autre design style qui a son importance, on a encore cette calandre qui devient vraiment typique de Peugeot avec ses parties peintes qui viennent en gros créer une calandre très visible au centre et qui vient disparaître de plus en plus sur le côté. À mon avis, ça prépare en gros le passage à des voitures qui seront full électriques avec une calandre qui sera encore visible, encore démontrée sur les Peugeot, mais qui en gros viendra se fondre complètement dans la carrosserie et un jour, cette séparation-là sera pratiquement invisible. Alors attention ici, design que j'adore, ce sont les croisements des lignes de style sur cette aile avant. En fait, ici, on a une aile qui est extrêmement plate, il ne se passe rien. Pourtant, ici, on a cette musculature dont je vous parlais avant. Et en fait, elle vient se croiser ici et elle vient continuer sur l'autre partie de l'aile. En fait, on a vraiment cette ligne de style ici et l'autre qui se croise. Mais au centre, elles disparaissent complètement. J'adore ce genre de détails. Évidemment, ça continue, encore et encore. Ce n'est que le début. D'accord, d'accord. Sur le côté, on a plein de lignes. On a forcément cette partie en plastique ici qui vient créer quelque chose d'assez intéressant ici. C'est un peu creusé ici, c'est un peu creusé là. Ici, on a encore cette ligne de style qui revient ici. Donc ça, c'est la même que celle qu'on avait à l'avant, mais qui remonte un petit peu, qui vient disparaître dans cette partie-là, qui vient réapparaître tout à l'arrière du véhicule. C'est plein de lignes qui viennent vraiment créer vraiment une musculature de la voiture. Elle devient extrêmement musclée, comme toutes les Peugeot actuelles finalement. Et forcément, on arrive sur l'arrière de ce 408 avec des lignes qui partent vers l'arrière et qui donnent vraiment cette musculature sur l'arrière, notamment avec cette cassure ici. Cette vitre d'ailleurs qui ne sert à rien, ça c'est pas vraiment une vitre, mais ça vient juste donner cette allure, ce dynamisme vers l'arrière. Et je sais, la critique va être assez facile sur ce pare-choc arrière qui était déjà très critiqué sur le 2008. Donc c'est vraiment très proéminent et je sais qu'il y en a beaucoup pour qui ça ne va pas plaire. Mais en fait, il y a une explication toute simple. En fait, l'arrière a un empattement super grand en fait, pour avoir suffisamment de coffre en fait. Parce que ça doit rester une voiture familiale, une voiture pratique. Donc le coffre devait être grand, ce qui implique un gros empattement. Et en plus, ça pouvait donner cette ligne un peu plus dynamique sur le toit, donc en gros, ça s'explique. Cela dit, on ne voulait pas avoir beaucoup de parties carrosserie derrière parce que c'est pas très beau, c'est pas très dynamique, c'est pas très sportif. Donc la solution qui a été apportée,
c'est d'avoir un arrière qui revient très en profondeur ici. Vous voyez, il y a vraiment une ligne qui part en profondeur ici. Et on a cette ligne de style qui vient disparaître ici et qui vient en gros supprimer ce gros porte-à-faux arrière là, qui vient vraiment donner quelque chose de beaucoup plus dynamique. Cela dit, pour pouvoir créer ça, il fallait un peu gros boudin en plastique à l'arrière, ce qui vient vraiment faire office de vrai pare-choc par contre à l'arrière. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui se plaignent de la réparabilité des voitures. Là pour le coup, on a un vrai gros pare-choc à l'arrière à l'ancienne. C'est pas plus mal finalement. Et on a du coup ce pare-choc arrière qui est très travaillé et qui donne quelque chose qui graphiquement est vraiment intéressant. On a également ce petit spoiler là qui vient donner encore un petit peu plus ce côté sportif à la voiture. Et typical Peugeot, on a cette bande de phare avec sûrement également les feux arrière de la 308. Ça, j'ai pas la confirmation, mais je suis à peu près sûr que c'est les mêmes feux. Et on aura sûrement la montée en gamme qui est à peu près la même. Donc on aura sûrement les feux à très plat pour les versions Allure et les versions de GT qui auront ces feux là, parce que ça c'est clairement des versions GT. On a d'ailleurs le badge sur le côté, donc c'est à peu près sûr. Autre petit mimic design qui vaut le détour, c'est un petit peu ces oreilles de chat qu'on a à l'arrière. Approchez-vous, je vais vous montrer ça, c'est assez intéressant à comprendre. En effet, en partie haute de cette 408, on a ces parties-là qui sont très travaillées, très graphiques, très facettées, avec des lignes de style qui sont vraiment très marquées. Et en fait, il y a une raison toute simple à cela. Tout à l'heure, je vous montrais dans le véhicule que j'avais vachement de place en hauteur. C'est parce que les charnières du coffre sont cachées ici. Elles sont un petit peu plus en hauteur. Un petit peu comme ce qui avait été fait sur le Sirocco à l'époque. Sur le Sirocco, ça avait été fait de façon très technique. Ici, il y a vraiment des designers qui ont bossé sur le truc pour donner cette forme un petit peu sympathique qui vient complètement cacher les charnières dans cet environnement sans vraiment qu'on se doute que ce soit pour ça. Alors nous on le sait parce qu'on est fan d'automobile et on regarde YouTube, les chaînes qui vous l'expliquent, mais les gens lambda vont se dire bah non c'est juste joli, c'est un effet un petit peu technique, c'est peut-être même aérodynamique, mais nous on le sait, il y a les charnières qui sont cachées juste en dessous. Alors on ne peut pas parler du design de cette voiture sans parler de ces jantes 20 pouces qui sont extrêmement surprenantes. Puisque elles sont pratiquement carrées en fait. Je veux dire, on a beaucoup de lignes qui vont vraiment dans un sens et c'est assez surprenant. On n'a pas du tout l'habitude de voir ce genre de design sur des jantes. Et en fait, ça va bien avec le reste de la voiture en fait. On n'a pas l'habitude de voir ce type de carrosserie. Ça peut être pas mal d'avoir des jantes qui vont bien avec. Donc là, on est sur des jantes qui sont assez surprenantes. Je suis pas sûr que beaucoup de gens vont les prendre parce que comme je le disais, elles sont peut-être un petit peu too much pour cette voiture. En tout cas, moi j'aime beaucoup parce que ça donne encore plus d'avant-gardisme quelque part à cette voiture et ça marche super bien. Évidemment, toute ressemblance avec les jantes du concept Scenic Vision serait complètement fortuit. Vous vous doutez bien que les designers n'ont jamais été en contact entre Peugeot et Renault. Oh wait, attends, hein ? D'ailleurs, cette couleur également, qui est disponible que sur ce véhicule pour l'instant, c'est une couleur toute nouvelle, ce qui explique d'ailleurs quelques petites différences de peinture ou des petits défauts dans la peinture qu'on peut voir sur les images. C'est parce qu'en fait, ce sont les deux voitures qu'on nous présente aujourd'hui, c'est les deux premières voitures à être totalement peintes dans cette couleur. On est encore vraiment sur du prototype, quoi. Mais c'est super à voir et je suis pressé qu'ils aient fini le développement de cette couleur pour enfin pouvoir voir ça sur la route. On est vraiment sur un turquoise un peu vert, selon les endroits où on regarde la voiture est complètement bleu marine, voire elle passe sur du vert, c'est une couleur qui marche vraiment bien, moi j'aime beaucoup. Voilà pour le résumé design de cette voiture. On peut également parler de ce qui est motorisation, je ne sais pas si ça s'ouvre, oui ça s'ouvre. Ici, on est sur une hybride 225 chevaux, mais il y a plusieurs motorisations disponibles, à peu près les mêmes motorisations qui sont disponibles sur la 308, donc il n'y a pas de grosses surprises. Les deux surprises qu'on a, c'est une version essence de 215 chevaux, mais qui apparemment n'est prévue qu'à l'international, parce que cette voiture va être vendue en Chine notamment, et on va avoir une version full électrique qui va arriver un petit peu plus tard. Alors, on ne l'a pas encore présentée officiellement parce qu'elle n'est pas encore prête, mais ça va venir dans les mois qui viennent. Donc sachez que ça va venir. Si vous voulez du full élec, ça va être possible. Alors avant de terminer, quelques petites informations rapides. La voiture sera disponible à partir de janvier 2023. Elle sera disponible en 6 couleurs différentes, donc le bleu que je vous ai présenté. Il y aura également un Pearl White, donc un blanc, Artance Grey, un gris, Excelir Red, donc un rouge,
Nera Black, un noir, et une nouvelle couleur également, le Titan Grey, que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir, mais qui doit être assez sympathique à voir également. En termes de pack d'options, ils ont un petit peu simplifié les choses. Désormais, il y a Allure, Pack et GT. Donc bon, il n'y a rien de bien sensationnel dans les différents packs, mais au moins ça s'est un petit peu simplifié. Jusque maintenant, il y avait beaucoup trop de packs, je trouve, chez Peugeot. Si la conception de cette voiture vous intéresse, il y a une vidéo complète qui va sortir ce vendredi, donc n'hésitez pas à vous abonner, il faut surtout pas louper cette vidéo. Je vous invite à regarder également d'autres vidéos, il y a plein d'autres choses à voir si vous êtes nouveau sur la chaîne. Allez, à plus tard.